voulais d'abord vous saluer, vous remercier Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, et je crois bientôt amenée à être appelée de manière plus brève, Madame la Présidente. Je suis très heureux de vous retrouver, de retrouver aussi quelques visages familiers, bien sûr Didier, mais aussi Romain Vidal que je salue. Et je suis heureux que vous m'ayez invité, que vous ayez maintenu l'invitation, même malgré nos quelques sujets de désaccord ou de discussion parfois sur le financement de nos transports, mais je n'éluderai pas le sujet si vous souhaitez l'aborder, parce que je sais plus sérieusement qu'il est important. Puis je veux le dire aussi parce que le ministre des Transports que je suis est également, depuis pas très longtemps, mais depuis un peu plus d'un an, un élu parisien. Et donc je sais particulièrement l'importance du secteur, ses difficultés aussi par des crises successives, les beaux projets qui sont aussi devant nous, pas seulement à Paris, en Île-de-France, je pense aux Jeux Olympiques et Paralympiques, mais j'ai eu l'occasion, et j'ai encore l'occasion, de beaucoup échanger avec les représentants de la profession. Donc c'est aussi à ce titre que j'étais doublement heureux de pouvoir venir devant vous. Donc merci beaucoup de me permettre cette expression. Alors sur le train et les transports publics en général, je ne sais pas si c'est la quadrature du cercle, mais c'est justement cette espèce de défi permanent. De quoi a-t-on besoin, de quoi a-t-on envie? On a besoin de plus de trains et plus de transports publics. Vous êtes des entreprises, des employeurs. On sait qu'une des difficultés, je l'entends beaucoup à Paris, en Île-de-France, pour recruter ou pour garder les salariés, aujourd'hui dans une période de tension, c'est la question du logement, souvent, c'est la question des transports. Le coût des transports, l'accessibilité des transports, les distances parcourues, c'est vrai en Île-de-France, à Paris et dans les grandes métropoles en général. Et je crois, je le dis sous votre contrôle, que beaucoup aimeraient prendre le train ou le RER ou les transports publics, mais les horaires ne le permettent pas toujours. Les lignes ne sont pas assez nombreuses. La régularité des trains n'est pas assez bonne. Et donc, il faut qu'on investisse. D'où aussi, on y reviendra peut-être, la question du financement. Donc, on essaye de régler cette quadrature en investissant. Mais il faut être très clair, l'investissement au transport public, il n'est pas si mauvais en France, soyons honnêtes, par rapport à d'autres grands pays européens et dans nos métropoles en particulier. Mais on a néanmoins un investissement massif à faire. C'est ce qu'on fait en Île-de-France. C'est ce qu'on va faire avec ce qu'on appelle de manière un peu obscure pour l'instant des RER métropolitains, mais ce sont des réseaux de transport public ferroviaires et autres supplémentaires dans une douzaine de grandes métropoles françaises, justement pour qu'entre le cœur de ville et la périphérie à 30 ou 50 km, il y ait plus de transport public et pas seulement la voiture, pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons économiques. Mais ça prend du temps. Ça coûte d'abord de l'argent et ça rapporte, si je peux dire, sur le plan économique ou sur le plan social, dans le temps. C'est toute la difficulté d'être un ministre en charge d'infrastructure, c'est que ça met un petit peu de temps et donc parfois il faut compter ou expliquer la patience nécessaire pour ces investissements. Et puis, il y a la question des prix. Si je suis très direct, la question des prix du train ou du transport public n'est pas la première question en France ou en Île-de-France. Ça nous paraît cher, c'est cher pour beaucoup de nos concitoyens, quand on a notamment les débats d'été ou de Noël bientôt sur le prix du TGV. Mais nos transports publics, nos transports urbains en particulier, il faut avoir en tête qu'un usager, un salarié, ne paye que 20% du vrai prix, du vrai coût de ces transports. Donc il y a un effort public très important, il y a un effort des entreprises qui est très important parce que 50% en Île-de-France, un peu plus dans certaines métropoles, est financé par les entreprises, vous le savez. Alors soit le versement mobilité pour celles qui sont au-delà de 11 salariés, soit par d'autres fiscalités, c'est vrai. Donc c'est un effort qui n'est pas gratuit, qui est payé par d'autres, mais il faut avoir en tête que c'est un outil d'attractivité et de recrutement aussi pour nos touristes, pour les salariés, pour les fournisseurs. On parlera peut-être de la question des zones à faible émission. Donc on est engagé dans ce plan d'investissement, même si on est un peu dans la période difficile. On fait beaucoup d'investissements pour des résultats, de nouvelles lignes, de transport meilleurs, de meilleure qualité, qui se verront parfois dans quelques années. Pour le Grand Paris, merci à mes prédécesseurs, c'est en train d'arriver avec des lignes nouvelles ou des prolongements de lignes. Je pense à la ligne 14 dans la région Île-de-France qui arrive l'année prochaine et puis ensuite en égrénant cela d'ici la fin de la décennie. C'est extrêmement ingrat en fait, ministre des Transports, parce que non mais je ne vais pas me plaindre non plus. Mais c'est vrai que vous lancez des investissements et vous êtes obligé de défendre des projets qui voient le jour
10, 15 ou 20 ans plus tard, parce que c'est un tel delta et de tels chantiers qui sont considérables que c'est pas vous qui ont récolté les fruits politiques, j'allais dire. C'est pour la France, ça c'est clair, mais c'est compliqué à gérer aujourd'hui dans une immédiateté d'information Oui. qui impose tout. Non, vous avez raison. Alors, je ne vais pas me faire plaindre non plus, ce serait malhonnête, mais ça marche dans les deux sens. On travaille pour ses successeurs et puis parfois on bénéficie du travail de ses prédécesseurs quand ils ont bien travaillé. Donc, on a aussi ces avantages-là. Mais ça veut dire qu'il faut, oui, vous avez raison, pour faire une remarque un peu philosophique, mais c'est vrai pour des chefs d'entreprise, il faut avoir le sens du temps long. Il faut avoir le sens de l'intérêt collectif. Ce sont des grands mots, mais c'est vrai. Et il ne faut pas se décourager ou ne pas prendre les décisions parce qu'elles sont difficiles ou parce que les résultats n'en seront pas visibles tant qu'on sera aux responsabilités. J'écoutais M. Trigano avec attention. Avant, vous saluiez sa réussite et sa résilience, comme on dit aujourd'hui, exceptionnelle. Il parlait lui-même d'humilité. Il faut cette humilité du temps long, cette humilité du long terme, mais je crois que vous la connaissez et que vous la partagez. Mais parfois, pour que le temps long soit acceptable, il faut qu'on arrive, même si ce n'est pas toute la réponse, toute la solution au problème, à avoir ce que j'appelle moi les petites améliorations du quotidien avant. Et donc, alors c'est pas que l'État, c'est le travail qu'on fait avec, par exemple, les régions, les métropoles pour les transports publics, mais on va essayer d'avoir un titre unique de transport dans les 2 ans qui viennent. Alors, c'est pas des lignes de train ou de tram ou de métro supplémentaires, c'est pas une baisse des prix en soi, ça peut l'être aussi, mais c'est simplifier la vie des salariés, simplifier la vie des usagers, simplifier la vie des entreprises. Il y a des pays qui l'ont fait, et on voit que la fréquentation des transports publics, indépendamment de nouvelles infrastructures, augmente. Les Pays-Bas, ils sont passés à un titre unique de transport. Vous avez une seule appli, une seule carte, peut-être demain plus de carte du tout, sur votre téléphone ou autre, et vous ferez l'équivalent du pass Navigo, plus de vos cartes SNCF diverses et variées, ou d'autres cartes dans d'autres coins ou métropoles de France. Donc, typiquement, ces choses-là comptent. La qualité du service. Qu'est-ce qui fait, vous le vivez tous les jours directement ou par vos salariés, qu'on prend plus ou moins les transports publics? C'est les horaires, on l'évoquait. C'est parfois la question des infrastructures, mais ça peut se régler plus vite parfois. C'est la qualité de l'information des voyageurs, la fiabilité. Quand votre train est annulé le matin ou le soir, vous le prenez moins, c'est clair. C'est la sécurité. C'est notamment vrai pour les personnes âgées, pour les femmes dans les transports. La sécurité des transports en Île-de-France et dans les métropoles et partout en France, c'est majeur. On recrute avec le ministre de l'Intérieur des effectifs spécialement consacrés à la sécurité dans les transports. Et j'ai demandé à nos grands opérateurs de transport, face au risque d'attentat, mais pour la sécurité en général, de renforcer aussi leurs effectifs de sécurité. Le transport, ce n'est pas simplement un train, des rails, des caténaires. Ça compte aussi. Mais c'est toute l'expérience, si je puis dire. Vous êtes des métiers de service et de qualité du service, vous le savez, qu'on vit dans les transports. Et parfois, on l'a un peu négligé dans notre pays en pensant justement, et c'est bien, long terme, infrastructure, investissement. Et on n'a pas toujours la culture du respect du voyageur, du respect de l'usager salarié qui va au boulot et des entreprises qui vont avec et qui sont derrière. Alors justement, dans le court terme, voire dans le très court terme, pour les Jeux Olympiques, est-ce qu'il va y avoir des extensions de durée, de plage horaire, de va-et-vient dans le métro, dans les RER, également dans les trains, parce que le ferroviaire s'arrête globalement de circuler à minuit pour ce qui est des voyageurs. Est-ce que tout ça va évoluer sur le temps des Jeux Olympiques? Oui, et je veux surtout qu'un certain nombre d'améliorations qu'on fait pendant les Jeux restent en héritage. Voilà. Parce que si on est capable de le faire pendant les Jeux, ça doit pouvoir nous montrer qu'on sait faire mieux de manière générale. Il n'y a pas de raison que, même c'est très important dans des métiers d'accueil, et notamment dans un pays qui est la première destination touristique mondiale, qu'on accueille bien le monde entier, mais qu'on fasse un bon accueil à nos travailleurs, à nos salariés, à notre monde économique, à nos usagers en général tous les jours, c'est encore mieux. Bon. Concrètement, oui, on va d'abord renforcer l'offre de services. Je dis on parce que c'est un travail collectif, c'est souvent... ici à Paris, en Île-de-France, la région Île-de-France, nos opérateurs de transport, mais évidemment, on coordonne tout ça. Pour faire court, c'est à peu près plus 15% d'offres de transport, je ne parle pas seulement des horaires, en général dans la journée, notamment les jours de compétition, pour les jours les plus chargés, c'est en moyenne 15% d'offres de transport supplémentaires par rapport à ce qu'on connaît d'habitude ici au mois de juillet, au mois d'août. Pour absorber ce flux, pour donner un ordre de grandeur, c'est 800 000 passagers supplémentaires, ce qu'on estime à peu près, chaque jour,
qui vont être dans notre réseau de transport public et qu'on n'a pas d'habitude. On a l'habitude d'accueillir des touristes. Il y aura peut-être un petit effet d'éviction. Certains ne voudront pas venir parce que c'est les Jeux, mais globalement, ça va quand même être un gros accroissement. C'est ce plus 800 000 net qu'on estime aujourd'hui. Et on a pris un engagement supplémentaire pour se compliquer la tâche, mais c'est un beau défi. C'est qu'on a promis, c'est dans notre contrat avec le Comité international olympique, que ce serait 100% transport public. Alors, on n'interdira pas aux gens de prendre la voiture, mais enfin, quand vous verrez la circulation dans Paris, ils seront assez fortement dissuadés spontanément. Mais du coup, la contrepartie, c'est qu'il faut leur offrir une solution, soit de vélo pour ceux qui veulent et qui peuvent, soit surtout de transport public. Donc on renforce cette offre. Certains soirs, effectivement, il y aura des horaires élargis. Pour donner un ordre d'idée, je simplifie un petit peu, mais pas tant que ça, c'est comme si on était en plein mois d'août, tout le temps en heure de pointe, un jour de pointe. Oui. Bon. Vous voyez que ce n'est pas évident à absorber. Quand je dis qu'il y a des choses qui resteront, ce n'est pas forcément les horaires étendus, je pourrais y revenir, mais c'est l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, c'est l'amélioration de la signalétique et de l'information des voyageurs. C'est des gares, pour certaines, qui vont être, je pense à la gare du Nord, qui vont être réorganisées, rénovées avant une plus profonde rénovation. Donc il y a des améliorations de services et de fonds de cette infrastructure qui vont durer. Et puis bien sûr, évidemment, on ne va pas refermer les nouvelles lignes qu'on ouvre. On va prolonger la ligne 14 jusqu'à Saint-Denis au nord et jusqu'à l'aéroport d'Orly, ce qui est aussi un atout économique et touristique majeur. On pourra avoir un grand aéroport international, et c'est très rare, et ça manquait, relié directement en métro depuis le centre de Paris. Avant, bien sûr, mais ça c'est 2027, avoir la ligne Charles de Gaulle Express pour l'aéroport de Roissy jusqu'au centre de Paris. Je sais que c'est important, je sais que c'est attendu. Ne tuez pas le messager, comme on dit en anglais. L'héritage de ce délai 2027 était là quand je suis arrivé, mais on fait tout pour ne pas décaler davantage et on tiendra ce délai de 2027 pour la liaison avec Roissy-Charles de Gaulle aussi. Ça fait beaucoup rire dans les rédactions, ça, le côté pour 2024, on aura le Charles de Gaulle Express en 2024. Pour être honnête, ça fait quand même longtemps qu'on a fait notre coming out des transports auprès du Comité international olympique, donc on n'avait pas promis dans les derniers contrats d'avoir le Charles de Gaulle Express. Mais si on prend, bon là on vient de parler de Paris et puis des villes qui sont concernées par les Jeux Olympiques. Si on va sur là justement en zone plus rurale, dans les régions françaises, c'est aussi un énorme problème, le transport public, parce qu'on se rend compte des désengagements un peu partout de l'État qui sont remplacés par les régions, mais et les collectivités. Comment on peut agir aujourd'hui au regard de la transition écologique, pour éviter que les gens ne se ruent sur la voiture, parce que c'est pareil, l'électrique ne résoudra pas tout dans les régions françaises. Non, vous avez raison. D'abord sur l'État et les régions. Vous avez dit l'État a transféré des choses aux régions. Parfois, c'est compliqué parce qu'on est beaucoup d'acteurs dans le secteur des transports. Vous le vivez sans doute comme monde économique, comme entreprise. C'est difficile parce que vous avez l'impression qu'on se renvoie un peu la responsabilité d'une ligne de transport, de la qualité du service sur tel ou tel bus, métro, RER et autres. Bon. Et c'est vrai que parfois ça complique les choses. Il y a une chose, honnêtement, et je rends hommage aux régions, quelle que soit leur sensibilité politique, qui a bien fonctionné, c'est que les trains express régionaux, qui sont un outil de transport au quotidien pour des millions de Français, plutôt en zone rurale d'ailleurs ou périurbaine, grâce au transfert aux régions et parce que les régions ont investi, de manière sonnante et trébuchante, se sont investis dans cette compétence, on a des trains express régionaux qui, globalement, il y a encore du boulot, sont bien meilleurs que les souvenirs qu'on peut avoir il y a 20 ou 30 ans. Bon, soyons honnêtes aussi là-dessus. Qu'est-ce qui manque ? Il manque des réseaux de transport public. Et quand je parle des RER métropolitains, ce n'est pas forcément le RER qu'on connaît, qui est plaqué à Bordeaux, à Toulouse, à Strasbourg, ailleurs. Ce sont des réseaux de transport public. Ça peut être du car express, par exemple. Ça peut être du bus express, parce qu'on n'aura pas du RER ou du TER partout. Il faut être lucide, notamment en zone rurale. Et j'insiste aussi, quand on parle de ces RER métropolitains, ce n'est pas vraiment métropolitain, dans le sens où ce n'est pas pour le centre-ville. Le centre-ville de nos grandes métropoles, vous le savez ou vous le vivez, globalement, c'est plutôt la qualité du service qu'il faut améliorer, mais en infrastructure, il est pas mal desservi. Le vrai sujet, c'est quand vous êtes précisément à 30, à 50, à 80 km d'un centre-ville où vous n'avez que la voiture. Bon. Et ça coûte cher, c'est pas écologique, et les gens, quand ils ont le choix, ils préfèrent ne pas prendre la voiture, mais souvent, ils n'ont pas le choix. Donc c'est là-dessus qu'on va développer, mais ça prendra un peu de temps. C'est le temps long qu'on évoquait. On lance une douzaine de projets en début d'année 2024, ça mettra une petite décennie à avoir ces réseaux de transport public un peu partout dans les métropoles françaises améliorés. Puis il y a un point, moi j'oppose pas, ça va peut-être vous surprendre, mais j'oppose pas la voiture au train. J'aime beaucoup le train, mon engagement de ministre des Transports
à l'heure de la transition écologique, c'est d'offrir des transports publics à tous, pour tous, dans les années qui viennent. Mais 85% des déplacements se font aujourd'hui en voiture. C'est une réalité. Et même si on faisait des investissements encore plus massifs et encore plus rapides, il y a forcément un temps de travaux. Et puis, même la voiture va rester un mode de transport dominant, en moyenne en France, dans les années qui viennent, c'est sûr. Donc il faut la décarboner, d'abord. La voiture peut être moins polluante, parce qu'on passe à l'électrique, à des modèles plus petits. Il faut les rendre plus abordables, ces voitures électriques. C'est ce qu'on fait avec le leasing social, avec le bonus écologique. Ça bénéficie à beaucoup de salariés, et de plus en plus. C'est la partager. Ce n'est pas toujours facile, mais beaucoup d'entreprises, alors les grandes, mais de plus en plus les plus petites, organisent des covoiturages, et on soutient ça aussi financièrement du côté de l'État. On a lancé pour la première fois un plan covoiturage qui marche pas mal, qu'il faut amplifier. Donc la cible, moi je dis, c'est pas la voiture, c'est la voiture individuelle et polluante. Voilà. Dès qu'on peut la rendre moins polluante parce qu'on l'électrifie ou la rendre moins individuelle parce qu'on la partage, on a fait un gros boulot de décarbonation. Et il ne faut pas dire aux Français, vous n'aurez plus la voiture, parce que ça les angoisse. Et s'ils n'ont pas de solution alternative, c'est une machine à prendre des baffes, et peut-être plus que des baffes, politiquement, à ouvrir la voie des extrêmes. Ce que je ne veux pas et ce qu'on ne veut pas, je crois. Et donc je ne dis pas ça parce que moi je suis un bon Parisien, élu parisien, je circule parfois en voiture quand je suis dans ma responsabilité de ministre, mais le plus souvent à vélo ou à pied, mais tout le monde n'a pas cette chance. Et donc il ne faut pas dire aux gens c'est mal, il faut dire aux gens voilà la solution. Mais la solution, elle peut être le covoiturage, elle peut être l'électrification, à condition que la voiture électrique ne soit pas un produit de luxe. Donc on essaye de baisser les prix et de produire en France et en Europe, de plus en plus. Et puis, c'est les réseaux de transport public, mais il y a des temps successifs. Le réseau de transport public, ça mettra un peu plus de temps. Mais c'est clair que Paris est un exemple. Un vrai Parisien, j'allais dire, n'a pas besoin d'une voiture personnelle. 3/4 des Parisiens n'ont pas de voiture. Voilà, c'est ça. Donc, le problème, c'est justement l'accès à Paris. C'est comment on vient, parce que dans les personnels de l'hôtellerie et de la restauration, il y en a beaucoup qui sont obligés de venir avec leur voiture personnelle pour pouvoir rentrer justement à 1h, 2h du matin, parce qu'il n'y a plus de transport en commun. Et ça, c'est le delta qui est hyper important. Comment vous avez un moyen, un volant d'action? Oui. Alors, j'ai pas une baguette magique, mais plusieurs choses. D'abord, c'est, encore une fois, et ça prend un peu de temps, les réseaux de transport public. À Paris et en Ile-de-France, c'est un sujet, mais l'investissement est assez largement engagé. Ce sont les lignes supplémentaires du Grand Paris Express. Quand on regarde entre aujourd'hui et 2030, et ça a été lancé par le président Sarkozy il y a une dizaine d'années, donc en 2 décennies, un peu moins de 2 décennies, on aura doublé le nombre de kilomètres du réseau de métro parisien. On est à peu près à 200 km aujourd'hui, on va doubler. Avec des lignes banlieue-banlieue et même un peu banlieue-centre qui seront ouvertes. Les lignes 15, 16, 17, 18 et puis la ligne 14 qui est prolongée. C'est massif. Il n'y a aucune métropole en Europe, peut-être même dans le monde, mais je suis prudent parce que les chiffres chinois ou asiatiques sont parfois très impressionnants. En tout cas en Europe, il n'y a aucune métropole qui augmente autant ses réseaux de transport. Donc ce n'est pas tout de suite. Ça crée de l'impatience, mais c'est en train d'être fait et ça a été lancé par mes prédécesseurs. On pourra inaugurer quelques-unes de ces lignes. On fait la même chose avec la logique RER métropolitain dans les grandes métropoles et les grandes périphéries des métropoles en province. Ça, c'est une vraie solution, notamment pour les salariés. Mais je le redis, il ne faut pas que ça soit que le ferroviaire et que le transport public. Je ne dis pas ça pour m'excuser d'être parisien, mais je dis ça parce que profondément, si on veut des solutions rapides pour les salariés, c'est aujourd'hui que vous avez des tensions de recrutement. Il faut qu'on admette que la voiture restera une solution et qu'il faut essayer de la décarboner aussi ou de la partager aussi. Et les collectivités publiques ont un rôle à jouer avec les entreprises pour ça. Je vous pose une question qu'on vient de poser depuis la salle. Je ne la pose pas tellement au ministre, je la pose plus à l'élu parisien. Comment on va pouvoir aider le secteur CHR afin de pouvoir garantir les livraisons dans Paris pendant les Jeux Olympiques de 2024? Parce que ça, c'est quelque chose qui agite tout le monde, moi le premier qui habite dans Paris-Centre. Alors, j'allais justement dire, il n'y a pas que les salariés, il y a aussi ceux qui livrent. C'est déjà compliqué parfois, je le vois dans Paris, vous le voyez mieux que moi, et c'est sans doute compliqué ailleurs qu'à Paris aussi. Bon, il y a les JO et puis il n'y a pas que les JO, parce qu'il y a un autre acronyme, ou JOP, les Jeux Olympiques et Paralympiques, il y a un autre acronyme en 3 lettres, un peu tabou, qui sont les zones à faible émission. Je l'évoquais pudiquement au début, qui a été aussi un sujet pour la livraison et l'approvisionnement. On a parlé avec plusieurs d'entre vous.
pendant les Jeux. Pour être clair, j'avais même ce matin, juste avant de venir, une réunion avec l'ensemble des acteurs de transport, avec le préfet de police de Paris. D'ici la fin du mois de novembre, au plus tard tout début décembre, les plans de circulation dans Paris, tant attendus, seront présentés. Je ne vous cache pas que ces plans de circulation, je ne m'en défausse pas de la responsabilité, c'est collectif, mais je l'assume aussi, ils seront hardcore. Bon, pour le dire en bon français. Il y aura les jours de compétition. Ça sera compliqué de circuler dans Paris. Il y aura évidemment à la fois des dérogations ou des règles particulières pour les professionnels. D'abord une phase de consultation jusqu'au début de l'année prochaine. Ensuite des dérogations évidemment qui sont déjà prévues mais qui seront discutées par la préfecture de police et la mairie de Paris avec les professionnels. Pas qu'à Paris d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que Paris et l'Île-de-France qui ont des sites olympiques. Il y a des compétitions à Marseille, il y a des compétitions à Nantes, il y a des compétitions à Châteauroux. Alors c'est un peu moins d'embêtement dans les centres-villes, mais quand même il faudra en parler. Donc tout ça, ça sera consulté et défini définitivement en début d'année. Et puis ensuite, il y aura une campagne d'information à la fois sur l'anticipation des Jeux, comment faire en sorte qu'on ait un peu moins de déplacements pour les déplacements qui sont superflus pendant les Jeux, et puis pour expliquer ce qui se passe pendant les Jeux, évidemment. Les plans, les dérogations, ceux qui ont le droit ou pas de circuler, et il y aura une attention particulière et dans les dérogations et dans la communication amont pour les professionnels et pour tous ceux qui vous approvisionnent. Je mentionne les ZFE parce que ça, ce n'est pas juste 15 jours ou 2 fois 15 jours pendant les Jeux olympiques et paralympiques, c'est plus durable. Moi, je m'en suis saisi quand je suis arrivé au ministère des Transports, parce que c'est aussi une question économique et politique au sens large. Comment on accède au centre-ville ? Comment on livre les biens essentiels, les hôtels, les restaurants, nos supermarchés, tout dans les centres-villes. Vous pouvez pas, on ne peut pas se permettre d'avoir des règles qui sont complètement différentes d'une métropole à l'autre. C'est une chose d'avoir des restrictions progressivement en fonction de la pollution des véhicules, il faudra le faire sereinement et progressivement. Pour les véhicules individuels, les voitures de monsieur et madame tout le monde, on peut comprendre que ce ne soit pas le même calendrier, exactement les mêmes règles à Lyon, à Marseille, à Bordeaux ou à Paris, parce que c'est rare qu'on aille dans la même journée ou même dans la même semaine comme travailleur individuel dans une de ces 4 métropoles ou d'autres. Quand vous êtes livreur, ce n'est pas tout à fait le cas. Bon, vous pouvez livrer dans beaucoup de métropoles différentes, dans beaucoup de coins de France différents. Donc si on ne donne pas les mêmes calendriers et les mêmes règles aux professions de la logistique et de la livraison, on a un gros problème. Donc moi j'ai demandé, on a lancé ce travail avec Christophe Béchu il y a quelques mois, aux métropoles, puisque c'est elles qui définissent les règles, aux métropoles de dire on définit le même calendrier, un guide commun, un calendrier commun, des règles communes. On y est presque. Maintenant les métropoles nous disent, ce qui est assez paradoxal, vous l'État, vous avez qu'à définir une règle obligatoire commune pour toute la logistique dans ZFE, par un décret. Moi, je suis prêt à le faire. On en discute au sein du gouvernement. Je ne voudrais pas qu'on donne l'impression que c'est l'État qui décide tout en la matière. Ce sont les métropoles. Mais s'il faut coordonner, on le fera. Bon. Et en tout cas, ce qu'on est en train de faire, encore un tout petit peu de boulot de quelques semaines devant nous, c'est que les calendriers ZFE et les règles ZFE pour la logistique, pour les livraisons, soient harmonisés entre les grandes métropoles françaises. On prend l'exemple de Paris parce qu'on y est, mais vous êtes par exemple en région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, si vous êtes à Lyon, à Grenoble, à Saint-Étienne, c'est 3 ZFE. Bon, si ce n'est pas les mêmes règles, quand vous êtes une profession de la livraison, de la logistique, c'est l'enfer. Donc on va essayer d'harmoniser, on est en train d'harmoniser tout ça. Je vais poursuivre sur la question pour après les JO. Ce fameux dernier kilomètre, est-ce que c'est quelque chose aussi qu'il va falloir étudier, transformer et faire en sorte que ce soit vertueux en termes de consommation et d'énergie ? Oui, et il faut saluer d'abord ce qui marche et ce qui est en train d'être fait, parce qu'on ne part pas de zéro dans cette transition écologique, dans cette logistique plus verte et dans ce dernier kilomètre en particulier. Je pense, hors du secteur, à une initiative d'une grande marque. Je ne fais pas de publicité gratuite, enfin si, je fais de la publicité gratuite, je ne suis pas payé, je vous rassure, mais comme Ikea, qui par exemple fait en sorte, quand elle livre à Paris, que ce soit fluvial jusqu'au port de Gennevilliers, non loin d'ici, et qu'ensuite ce soit livré jusqu'au cœur de Paris par la Seine, fluvial entre Gennevilliers et le cœur de Paris, et ensuite dans Paris, livré en petits camions électriques. Donc on voit bien qu'on peut avoir des solutions multimodales de décarbonation. Un opérateur, je crois, assez bien connu comme France Boisson est en train de déployer à Paris et au-delà des solutions de logistique multimodale pour que le dernier kilomètre, et toute la chaîne en réalité, se décarbone. Donc là aussi, il faut des solutions pragmatiques, il faut être clair, vous le voyez, vous le vivez. Il y aura de moins en moins de voitures et de camions dans nos villes. Ceux qui seront là seront plus petits et plus électriques. Donc il faut que l'État accompagne aussi ce mouvement, parce que si on veut de la logistique électrique, véhicules utilitaires, camionnettes, camions,
bah, c'est très coûteux. Donc on est en train de renforcer les aides à l'achat, y compris de véhicules électriques pour l'utilitaire et le camion. Bon. Et puis ça veut dire aussi qu'il y aura des solutions multimodales. Vous ne faites pas de la cyclologistique sur 200 km. Mais vous pouvez faire de la cyclologistique sur le dernier kilomètre ou les 2 derniers kilomètres. Ça, c'est aussi aux grands opérateurs de livraison de faire cet effort, mais l'État accompagne et que les métropoles organisent un peu ces circulations-là et avec du pragmatisme. On ne passera pas du jour au lendemain de la livraison qu'on connaît aujourd'hui, qui nécessite encore des voitures et pas que des voitures électriques, soyons francs, au vélo qui vous livre tout ou à la petite camionnette électrique qui vous livre tout. Ce n'est pas vrai. Donc il faut des calendriers pragmatiques et pratiques dans les différentes métropoles. Et puis, ce n'est pas les mêmes infrastructures partout. Quand vous avez un fleuve en plein centre-ville, comme dans beaucoup de métropoles, mais pas toutes, c'est plus facile d'organiser un peu de fluvial qui facilite la décarbonation. Et ensuite, vous faites le dernier kilomètre en électrique ou en cyclo-logistique. Ce n'est pas le cas partout. Donc, il faut s'adapter aussi et différencier dans les calendriers, dans les méthodes, en fonction des lieux, qui ne sont pas que les métropoles aussi. Bon, on passe à la question qui fâche. Allez. Avant le déjeuner. Donc, sur le financement des transports, vous avez accepté la proposition de Valérie Pécresse de créer une taxe de séjour additionnelle dans la région Île-de-France pour financer les transports. Ça, on en a déjà parlé hier, ça va avoir pour conséquence de tripler la taxe de séjour à Paris. Après le foncier, on a ce triplement de taxe de séjour qui peut paraître quasi anodin, parce que mais c'est quand même absolument considérable. Parce que c'est déjà prendre les hôteliers et les restaurateurs pour des collecteurs d'impôts de plus en plus. Ça noie pas un peu le poisson, une taxe comme ça, pour faire passer des impôts supplémentaires? Non, alors d'abord je vous remercie de mettre les choses dans cet ordre-là. J'assume parfaitement l'accord qui a été passé avec Valérie Pécresse. Je vais essayer non pas de vous convaincre, parce que je ne crois pas que j'y arriverai, même en y passant un certain temps et en essayant d'être le plus détaillé possible. Mais c'est une réponse aux besoins et aux demandes de la région acceptée par l'État. D'abord, vous avez vu hier ma collègue, qui est votre ministre, si je puis dire, privilégiée, Olivia Grégoire. N'en veuillez pas, Olivia Grégoire, parce qu'elle défend le secteur, et je peux témoigner que sur ce sujet, comme sur d'autres, elle est très active pour la défense du secteur. Donc, si vous devez jeter une tomate, jetez-la plutôt sur moi que sur ma collègue Olivia Grégoire. Plus sérieusement, ce qui s'est passé en Île-de-France, c'est la vraie question du financement des transports, pour être honnête. Ce n'est pas satisfaisant dans les années passées, parce qu'on a laissé pourrir un problème, si on se parle franchement. Tout ce qu'on se dit là, c'est qu'il faut plus d'infrastructures de transport, c'est important pour les entreprises, c'est important pour nos touristes, c'est important pour les salariés du secteur et d'autres secteurs. Et en Île-de-France, on a fait, c'est merveilleux, cet investissement massif dans le Grand Paris. On a financé l'investissement. Mais si on est tout à fait franc, personne ne s'est vraiment préoccupé, pas les pouvoirs publics collectivement, de savoir, une fois qu'on allait ouvrir ces lignes, comment on allait les financer. Parce que même quand le métro est automatique, figurez-vous qu'il coûte de l'argent. Bon. Je pense que c'est très bien qu'on ait plus de transport public, c'est un atout énorme, mais il n'était pas financé. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait jusque-là? On faisait des accords bancals, chaque année, au petit bonheur la chance ou au petit malheur la chance. Bon. Avec des psychodrames ça tombait parfois sur les entreprises, parfois on faisait une rallonge budgétaire. Bon. Là, je le dis quand même, je ne cherche pas à dire que c'est formidable, et je ne dis pas du tout que c'est anodin. Je dis qu'on a réglé le sujet pour la décennie qui vient. C'est-à-dire que l'ouverture et le financement des lignes du Grand Paris est assuré. C'est vrai, on a signé un protocole d'accord avec la région jusqu'à 2031 au moins. Bon, parce que la montée en puissance des coûts, c'est jusqu'à 2031. Et après, le régime de croisière sera atteint pour le financement de l'exploitation de ces lignes nouvelles. Ça sert à financer les lignes nouvelles du Grand Paris. Ce n'est pas de la taxation pour rien du tout. Ce qu'on s'est dit, je vous dis tout, c'est qu'il fallait que quelqu'un paye. Bon. Et donc, soit c'est... Non, mais je préfère vous dire les choses franchement. Soit c'est l'usager qui paye tout. Mais l'usager, c'est aussi le salarié. Bon. Je ne crois pas, pardon d'être un peu francilien ou parisien, que c'était soutenable d'avoir un pass Navigo qui serait passé, parce que c'est ça la réalité, entre 120 et 130 euros dans les 4 ou 5 années qui viennent. Bon. D'ailleurs, les employeurs en remboursent 50%. Et donc, ce n'était pas soutenable. Ce n'était pas soutenable en termes d'attractivité, de recrutement. Ce n'était pas soutenable pour les salariés, les travailleurs de votre secteur et d'autres secteurs économiques. Donc, on s'est dit, ce n'est pas possible. Les salariés, les usagers prennent leur part. Le Navigo, il va augmenter un petit peu, ça fait râler aussi. Après, il y a la contribution des collectivités. Ce n'est pas moi qui demande. La région elle prend ses responsabilités. Elle va aller voir tous les départements qui vont contribuer un peu plus. N'hésitez pas d'ailleurs à dire à la ville de Paris et aux autres départements, contribuez plus, parce que tout euro des collectivités vient
réduire la fiscalité ou le prix du pass Navigo. Et puis il y a la fiscalité. On a dit chacun prendra sa part, c'est-à-dire les entreprises au total prendront dans les coûts du Grand Paris la part qu'elles consacrent actuellement au financement des transports en Île-de-France. C'est 50% pour faire court, 50% du surcoût est pris en charge par la fiscalité des entreprises. Il y avait deux voies, pour être tout à fait transparent, je vous dis tout, c'était la taxe de séjour et le versement mobilité. Bon. Le versement mobilité a aussi ses inconvénients. C'est un mix des deux qui a été choisi. Peut-être que c'est une solution qui, du coup, coupe la poire en deux et ne satisfait personne vraiment. Mais le versement mobilité, alors il est un peu moins payé par le secteur parce que vous avez plutôt, ça dépend, mais les plus petites structures. Mais il est aussi un poids économique. Donc on a fait un partage entre les deux avec l'idée, je sais que c'est difficile, qu'à travers la taxe de séjour, et quand on se compare à d'autres pays européens, à d'autres métropoles européennes, on n'était pas très élevé, c'est aussi que les touristes contribuent au financement de nos transports publics supplémentaires. Donc je sais que, je suis prêt à en discuter dans les mois qui viennent, je sais que ce n'est pas du tout anodin, je sais qu'il y a des effets économiques, il y en avait dans chacune des options. Ce que je dis aussi, c'est que quand je regarde le secteur globalement, si on avait choisi une autre solution radicalement, parce qu'il fallait bien payer ces transports publics, ça aurait pesé très fortement sur les salariés, sur vos salariés, et donc à la fin aussi sur les entreprises. Donc il n'y avait pas de solution parfaite, je l'admets humblement. On a essayé de trouver cet équilibre. Ce que je dis aussi, c'est que ça règle le sujet, non pas au coup, par psychodrame chaque année, mais durablement. Et pardon, le dernier engagement que je prends, parce que c'est important qu'on tire les leçons de ce qui a été pas très bien fait, pour être franc, en méthode au moins, c'est que pour les autres métropoles de France, puisqu'on va financer ces RER métropolitains, puisqu'on va financer des réseaux de transport public supplémentaires, ils auront un coût. On ne va pas se le cacher. Tout ce qu'on se dit là, c'est que vous ouvrez une ligne de métro, une ligne de tram, ça a un coût dans la durée, l'investissement et l'exploitation. Il faut l'anticiper d'abord. Il faut se mettre autour de la table pour dire comment on le finance en amont. Et donc pour ces services express régionaux métropolitains, il y aura une conférence de financement à chaque fois pour ne pas revivre ce qu'on vient de vivre au dernier moment en Île-de-France. Et il y aura le monde économique qui sera représenté, pas seulement le secteur hôtellerie, café, restauration, mais le monde économique qui siégera dans les autorités organisatrices des transports. On va le faire en Île-de-France, dans la loi, ça sera voté d'ici la fin du mois de décembre, pour qu'en face, notamment du versement mobilité, mais potentiellement d'autres taxes, le monde économique s'exprime, dise et voit ce qu'il y a en face, et puisse faire valoir aussi ses positions en amont et pas après. Donc voilà, on va aussi essayer de tirer les leçons, je le dis franchement, de ce qui n'était pas satisfaisant en Île-de-France. Il fallait régler ce problème, parce que j'aurais pu pousser la boule encore 1 an, 2 ans, 3 ans avec Valérie Pécresse. On a assumé ce qui est difficile à assumer, mais il ne faut pas qu'on fasse pareil dans les autres métropoles, les régions de France, dans les années qui viennent. Ben, évidemment, vous êtes chez vous, Président. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir eu l'honnêteté de dire qu'il n'y avait eu aucune concertation. Ne pensez-vous pas, ceci dit, que ce qui se fait là en Île-de-France, ça va faire boule de neige sur d'autres régions, bien entendu. Ça, c'est la première des choses. Mais peut-on espérer d'avoir la transparence sur l'utilisation des fonds qui vont être donc prélevés? Quand on regarde dans toutes les communes de France, la plupart, l'utilisation des fonds de la taxe de séjour, je peux vous assurer que franchement, alors qu'elle a été perçue pour aider au développement du tourisme, je vous engage à aller voir, tant pis, et je le dis, le montant de la taxe de séjour perçue par la ville de Paris et le montant qui est alloué par la ville de Paris à son office de tourisme et au développement du tourisme. Ça, c'est la première des choses. Mais c'est pas vous, hein. Si vous voulez me pousser à parler de la ville de Paris, c'est mal, Monsieur le Président, mais je le ferai dans les termes peut-être je m'en suis chargé. Tout aussi élogieux. Voilà, je m'en suis chargé. Donc, ce que je souhaite, j'espère qu'on aura au moins cette transparence. Maintenant, vous avez tout à l'heure parlé du transport. Vous avez dit, mais le transport, comment est-ce qu'on résout? Mais une des façons de résoudre le problème du transport, c'est que nos salariés n'aient pas à utiliser le transport. J'entends par là le logement. Il y a aujourd'hui, et là encore, vous allez voir que l'attribution des logements sociaux, ce n'est ni plus ni moins que de clientélisme. Et on s'aperçoit aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que dans Paris, et je cite, parce que j'ai la preuve, on a des attributaires de logements sociaux pour des salariés qui travaillent en banlieue. Est-ce que ce n'est pas incohérent? Il y a des quotas qui sont prévus. Qu'est-ce qu'on attend pour élargir ces quotas? Pour le monde de la santé, quand on voit que des infirmières se lèvent à des heures mais
pas possible, parce qu'elles habitent en très très grande banlieue, bien entendu tout ce qui est force de sécurité, et je le revendique aussi pour nos métiers. Bien sûr. Je l'ai dit, ça élargit ma responsabilité, mon périmètre d'action, un peu au-delà de ce qui relève directement de moi, mais vous avez raison, j'ai dit logement et transport au début, parce que c'est vrai à Paris de manière très dure, mais c'est vrai dans beaucoup d'endroits en France, notamment dans les centres-villes, c'est que c'est le prix du logement, le manque d'accessibilité du logement, parfois les règles d'attribution de logement, c'est vrai, qui font que les salariés qui ont besoin d'être par leur métier en cœur de ville et qui sont, on utilise le concept de manière un peu large, mais classe moyenne en gros, c'est-à-dire que qui pourraient, avec un coup de pouce et du logement social, rester dans un centre-ville, mais qui ne le peuvent pas aujourd'hui parce que le marché, c'est trop cher. C'est aussi une politique du logement qu'il faut revoir et du fonctionnement. Pour ce qui relève directement de moi et sur la transparence, pour être très clair sur ce qui se fait en Ile-de-France, hein, cette taxe, et ces taxes d'ailleurs, parce que le versement mobilité est mobilisé aussi, c'est 100% affecté à Ile-de-France Mobilité. Donc c'est 100% affecté, c'est pas moi qui gère, mais je parle au nom de la région en l'occurrence, c'est 100% affecté à Île-de-France Mobilité, à la région Île-de-France qui gère le réseau de transport. Donc ça, pour le coup, et c'est aussi pour ça que je veux qu'au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité, on est d'accord là-dessus avec Valérie Pécresse, on change la loi dans cette direction, il y ait une représentation du monde économique pour qu'on voit que cet argent, il sert à développer des lignes de transport, ce qui est un avantage économique aussi. Je ne dis pas que ça compense tout, mais pour qu'il y ait, cette transparence, deux, cette possibilité de participer à la décision. Et je veux d'ailleurs que ce modèle, on va le passer dans une autre loi dans pas longtemps, systématiquement, dans toutes les autorités organisatrices de transport en dehors de Paris et de l'Île-de-France, parce qu'il n'y a pas que ce que fait le gouvernement ou ce que fait la loi sur le versement mobilité. Certaines métropoles ne sont pas au taquet du versement mobilité, comme vous le savez. Et donc parfois, quand les décisions sont prises sur le versement mobilité, il n'y a pas le monde économique autour de la table. Et donc je veux que systématiquement, dans les conseils d'administration, peu importe l'organisation ici ou là, de Toulouse à Strasbourg, il y ait systématiquement un siège pour le monde économique et une consultation préalable du monde économique obligatoire. Et donc, tirons aussi de cette expérience qui n'est pas satisfaisante, je le dis volontiers, des modes de financement qui soient mieux anticipés, mieux décidés ou co-décidés dans les métropoles où on va développer ces réseaux de transport public. On a fait un truc super avec le Grand Paris, si on est honnête. Je dis d'autant plus que j'y suis pour rien. C'est un investissement massif, je te le disais, 200 km de métro supplémentaires. C'est vrai, c'est bon pour le secteur, c'est bon pour le tourisme, c'est bon pour les salariés. Mais on a financé l'investissement, sans demander de contribution au secteur d'ailleurs, mais on a financé l'investissement, on n'avait pas financé l'exploitation. Et donc on essaie de trouver cet équilibre dans le financement de l'exploitation. C'est beaucoup d'argent, mais je préfère qu'on le règle une fois avec de la visibilité jusqu'à 2031 au moins, et qu'on ait réglé tout le problème, plutôt qu'on se fasse un débat chaque année qui crée de l'incertitude, notamment pour les petites structures, pour les petites entreprises, et qui ne règle pas le problème. Donc voilà ce qu'on a fait, et voilà ce qu'on va faire de mieux dans les années qui viennent. Et la transparence, l'affectation totale des ressources au transport, là je parle pour ce qui est fait en Ile-de-France avec les taxes de séjour additionnelles, c'est garanti, et ça sera vérifiable, et ce sera suivi. Je rebondis quand même sur la question de Didier Chenet. Il y a quand même un transfert vous parliez de l'Office du tourisme. Au départ, les taxes de séjour, c'était fait pour financer les offices du tourisme. C'est un peu le coup de la vignette automobile qui était faite pour financer. Alors, il faut vous dire, il y a une espèce de changement d'assiette là qui est. Alors, je ne vais pas, parce que non, mais parce je que prends ma part, je ne prends pas toute aussi. ma part non plus sur la gestion de la taxe de séjour. Ça, je ne suis pas responsable, mais au Resco Référendum, c'est vrai que la vignette automobile, c'est toujours l'exemple de la dérive d'une fiscalité qui a été la main sur le cœur utilisée, je n'étais pas encore là, mais pour les personnes âgées, voilà. Et puis qui, de plus en plus, a financé un peu de tout. Bon. Alors, il ne faut pas que la fiscalité soit toujours affectée, parce que sinon, chacun cherche un retour. Quand on paye de l'impôt, on finance des politiques publiques. Mais quand on demande un effort particulier, la moindre des choses, parce qu'un effort, c'est difficile par nature, c'est de dire ce qu'on en fait, de justifier ce qu'on en fait. Et donc cette transparence, elle est assurée, cette affectation, elle est assurée. Voilà. Je vais vous prendre un autre exemple qui, je vous rassure, ne pèse pas sur le secteur cette fois-ci, mais on crée une contribution du secteur autoroutier et aérien pour financer les transports publics, l'investissement dans la décarbonation aussi cette année. Et je me suis battu pour qu'on l'affecte 100% à l'agence qui finance nos infrastructures de transport pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le fait que la décarbonation finance la décarbonation. En l'occurrence, ceux qui ont besoin de transport public financent les transports publics et pas autre chose.
Merci Clément Beaune d'être venu répondre en toute transparence pour le coup à des questions qui étaient prêtes. La dernière quand même, c'était la question qui fâchait, il n'a pas trop fâché. Ça va ? Si quand même. Très fâché. Mais je vais être très honnête, je n'ai pas d'ambition de surmonter tout de suite la fâcherie, parce que ce serait, je le dis sans ironie du tout, je sais que c'est difficile. Bon, en tout cas, je sais que c'est pas satisfaisant. Mais la moindre des choses quand on prend une décision publique, c'est de l'assumer et de l'expliquer. Et donc je voulais le faire aussi. C'est pas la fin de l'histoire et de la vie commune que nous avons. Je voulais vous dire aussi que mon engagement premier comme ministre des Transports, c'est que au-delà de ce qu'on fait en Île-de-France, qui est entre les mains de la région, que j'assume aussi, mais on fasse plus d'investissements, parce que c'est un atout économique, c'est un atout touristique, c'est un atout social pour vos salariés, pour vos entreprises, qui sont, je le sais aussi souvent, des entreprises familiales, donc vous êtes en particulier concernés par ce qui se passe pour vos salariés. Et donc on va essayer de faire ça au mieux, de manière écologique et de manière plus accessible pour beaucoup de salariés et d'entreprises qui ont besoin de cet investissement et de cette qualité dans les transports. Ça ne résout pas tout. Vous avez raison, Monsieur le Président, de parler de la question du logement, qui est sans doute l'autre grande question, qui relève des villes et de l'État aussi. Mais comptez sur moi en tout cas pour cet effort. Et puis je le dis, comme élu parisien et francilien, d'abord je suis, comme on dit, à portée de baffe. C'est l'avantage, c'est que pour rencontrer encore, parce qu'il m'accueille malgré tout, un certain nombre d'hôteliers, de cafetiers, de restaurateurs parisiens, je veux leur dire vraiment mon soutien, parce qu'il y a ce taxe, je sais, mais il n'y a pas que ça. Et j'ai mesuré, pas seulement dans les rencontres de campagne, mais au-delà, l'engagement. Et donc je serai aussi, pas que pour les Jeux, mais au-delà, à vos côtés pour entendre, écouter, réparer et avancer. Et puis pour ce qui est du logement, on recevra Patrick Vergrit l'année prochaine en fait. Merci à vous. Merci infiniment Clément Beaune. Merci.